Une adolescente de 15 ans, nouvelle dans sa ville, Elle avait du mal à trouver ses marques. disparaît sans laisser de traces. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il n'y a aucun témoin. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on cherche? Seules les caméras peuvent apporter des éléments de réponse. Dès lors, nous savions que nous avions affaire à un crime, et fort probablement un enlèvement. Sierra Lamar, 15 ans, est le rayon de soleil de sa famille. Sierra avait une sacrée personnalité. Elle avait le don de vous remonter le moral. Elle avait un immense et beau sourire qui attirait immédiatement la sympathie. Elle aimait bien qu'on la regarde. Elle était extravertie, rigolote. Elle faisait toujours la folle avec ses amis. Et en même temps, elle avait un côté plus calme et plus sérieux. Comme toutes les jeunes filles, elle avait parfois un petit manque de confiance en elle. Mais globalement, elle était bien dans ses baskets. Elle ne se laissait pas influencer par le jugement des autres. Sierra a grandi à Fremont. Mais il y a 5 mois, elle a déménagé 60 km plus loin avec sa mère. J'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un et on s'est installé à Morgan Hill. Je voulais changer d'horizon. On a emménagé dans une grande maison. C'était un nouveau départ. On a eu du mal avec la séparation de nos parents. C'était parfois tendu entre Sierra et notre mère, et les disputes pouvaient monter assez haut. Le fond du problème, à mon avis, c'était le fait d'avoir dû quitter Fremont et tous ses amis. Elle avait du mal à trouver ses marques. Elle m'envoyait souvent des messages pour me dire « J'aimerais tellement être à Fremont ». Elle me confiait ses états d'âme comme on le fait quand on a cet âge. Bien dans son époque, Sierra est accro aux réseaux sociaux. Elle prenait tout le temps mon ordinateur portable pour se filmer en train de faire la guignole. D'accord. Elle était faux folle, ça c'est sûr. Mais il fallait la voir faire ses bêtises. « 6 heures du matin, un vendredi. Marlène s'apprête à partir travailler. Elle est kinésithérapeute. Comme tous les matins en partant, je lui ai dit « je t'aime ». On était dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. C'était important pour moi de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Et je suis partie travailler. Elle n'avait que 150 mètres à faire après notre impasse pour prendre son bus. L'arrêt était au milieu des champs. Son lycée était à 5-10 minutes de route. Sa journée terminée, Marlène rentre chez elle. Comme à chaque fois, en sortant du parking, je l'ai appelée. En général, à cette heure-là, elle était en train d'attendre son bus devant le lycée. Et ce jour-là, elle n'a pas répondu. Je l'ai cherchée dans toutes les pièces. Elle ne s'était pas assoupie dans sa chambre. J'étais un peu fâchée qu'elle ne réponde pas. Je me suis demandé si c'est parce qu'elle était avec un ami et qu'elle ne voulait pas que je le sache. Marlène appelle alors le lycée et apprend que Sierra ne s'y est pas présentée de la journée. Elle contacte ensuite le père de Sierra à Fremont. Lui non plus n'a pas de nouvelles. Elle était remontée. Elle pensait que Sierra était sortie après le lycée sans la prévenir. On a parlé un moment et on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était qu'elle contacte toutes ses connaissances pour voir si Sierra était avec elle.
Je lui ai dit que je venais directement à Morgan Hill. Sa mère m'a appelée. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Elle était en larmes au téléphone et elle m'a demandé si Sierra était avec moi. Je lui ai répondu que non. Si je me souviens bien, ce jour-là, elle m'avait envoyé aucun message. J'étais dans tous mes états. Je n'arrêtais pas d'appeler Sierra, complètement paniquée dans l'histoire qu'elle finisse enfin par décrocher. Je tombe direct sur sa messagerie. Ce n'était pas normal. J'ai appelé la police. Bureau du shérif, j'écoute. Bonjour, je suis inquiète, ma fille a disparu. Elle n'est pas allée à son lycée ce matin, j'ai peur qu'on l'ait enlevée. Très bien, je vais vous poser quelques questions et on va vous envoyer un agent, d'accord? D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Sierra Lamar. Vous savez comment elle était habillée ce matin? En fait, non, je pars toujours travailler avant qu'elle se prépare. D'accord, c'est noté. Quel est votre nom, madame? Marlène Lamar. On nous appelle très souvent pour des jeunes de 15-16 ans qui ont disparu. En général, ils se sont disputés avec leurs parents et ils sont partis chez un ami sans les prévenir. Même s'ils ne décrochent pas tout de suite, ils finissent par rappeler et rentrer au bout de quelques heures. Un agent s'est présenté à la maison et m'a demandé s'il y avait une raison à son départ. Comme une dispute, par exemple. Il voulait savoir quelles étaient ses occupations et qui elle fréquentait. Ensuite, il m'a dit qu'il fallait attendre un certain délai avant de pouvoir lancer un avis de recherche. Moi, je me disais qu'elle était avec un garçon et qu'elle ne voulait pas qu'on le sache, qu'elle faisait sa rebelle. Mais en même temps, je trouvais ça bizarre qu'elle ne me réponde pas à moi. Cela fait maintenant 24 heures que Sierra n'a pas donné signe de vie. Elle est officiellement portée disparue. La police quadrille le secteur et interroge les amis de la jeune fille. J'ai compris que c'était grave quand la police m'a interrogée sur une possible fugue. Elle a tout de suite pensé à ça à cause de son mal-être depuis qu'elle avait déménagé. J'ai interrogé ses amis, ils étaient tous très inquiets, ils avaient peur. Je leur ai demandé, à votre avis, que lui est-il arrivé? Vous croyez qu'elle a fugué? Vous parliez de quoi avec Sierra? Elle me parlait de Frémont. Elle me disait que ça lui manquait. Elle m'avait raconté aussi que sa mère la forçait à éteindre son portable la nuit et qu'elle était assez sévère avec elle. Elle m'a dit qu'elle avait limite envie de fuguer. Oui, elle m'a dit plusieurs fois qu'elle avait envie de fuguer, mais... Pour les inspecteurs, commencent à se dessiner les grandes lignes de la journée de Sierra. Dans les affaires de disparition, on essaie d'abord et avant tout de reconstituer une chronologie. Quand la personne a-t-elle été vue pour la dernière fois? C'est pour avoir un cadre. Nous savions que Marlène l'avait vue dans sa chambre à 6 heures du matin et qu'elle avait envoyé son dernier SMS à une amie à 7h10. Dans ce dernier message envoyé à une camarade, elle prévoit de la retrouver avant le lycée pour s'échanger devoirs et maquillage. Elle avait donc prévu quelque chose. Et visiblement, pas de fuguer. Prête pour le lycée, Sierra quitte la maison. Elle allait à pied à son arrêt pour prendre le bus de 7h25. Entre son domicile et l'arrêt de bus, elle a à peine 800 mètres à parcourir. On a évidemment regardé s'il y avait des caméras autour de l'arrêt. Seulement, il est au milieu de nulle part. Il n'y a aucune caméra, sauf peut-être. Il y avait un système de surveillance embarqué dans le bus emprunté par Sierra. Les inspecteurs en sauront-ils davantage sur son sort? Pour retrouver Sierra Lamar, 15 ans, les policiers comptent beaucoup sur la caméra de son bus scolaire. Dans le bus de Sierra, une caméra filmait toutes les entrées et sorties des usagers de la ligne. Il récupère donc la bande du matin de sa disparition et la cale sur 7h25. L'heure à laquelle Sierra était censée le prendre.
Elle est la seule à cet arrêt. Et pour l'instant, on ne la voit pas. Il bascule sur la caméra intérieure à l'approche de son arrêt. Le bus fait halte aux environs de 7h25. Pas de Sierra nulle part. Elle n'est jamais arrivée à cet arrêt. Elle n'a pas été prise en charge. Après son message envoyé à son ami à 7h11, Sierra a quitté la maison, mais n'est pas arrivée à son arrêt de bus. Les images du bus confirment que Sierra n'est pas montée à bord. Ça nous donnait une fourchette de temps entre le moment où sa mère est partie travailler et l'heure à laquelle elle aurait dû prendre son bus. Les agents utilisent toutes leurs ressources pour retracer les mouvements de Sierra. Tout de suite, dans notre enquête, on a fait appel à un des atouts de notre arsenal de recherche, le chien renifleur. On a récupéré un objet imprégné de l'odeur de Sierra pour qu'il la piste sur son trajet habituel entre son domicile et l'arrêt de bus. La piste s'est interrompue juste avant l'arrêt. La seule explication à cela, c'était qu'elle soit montée dans un véhicule. Le chien ayant perdu la trace de Sierra, les inspecteurs espèrent que son usage des réseaux sociaux leur indiquera peut-être où elle est. On m'a demandé si elle était active sur les réseaux sociaux et j'ai répondu oui. On m'a demandé lesquels. Et j'ai répondu les deux plus connus. C'est fou la quantité d'informations qu'on laisse filtrer sur les réseaux sociaux. Surtout quand on a 15-16 ans. On y confie toute sa vie. Sierra Lamar s'est réveillée, elle s'est préparée pour aller au lycée, et vers 7h du matin, elle s'est prise en photo sur son ordinateur. Elle la poste sur les réseaux sociaux. Ce sera la toute dernière image de la jeune fille. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on cherche? Là, on avait une photo de Sierra avec la tenue du jour où elle a disparu. On savait donc exactement comment elle était habillée. Les faits prenaient de l'ampleur. On avait une image d'elle sur les réseaux sociaux, prête pour sa journée avec un sweat des Sharks. Et puis, plus rien. Peu après 7 heures ce matin-là, Sierra cesse brutalement toute activité sur les réseaux. C'était une jeune fille qui passait sa vie sur les réseaux sociaux. Ce silence aussi total était forcément inquiétant. La police croit de moins en moins à la fugue. Dès lors, nous savions que nous avions affaire à un crime, et fort probablement un enlèvement. Moi, je n'avais jamais cru à l'hypothèse de la fugue. Je savais qu'elle ne ferait jamais subir ça à ses proches. Au fond de moi, j'ai toujours su que ce n'était pas ça. Je vois bien pourquoi ils y ont cru au début, à cause de son mal-être à Morgan Hill. Mais pour moi, c'était juste impossible. Elle avait encore tellement de choses à dire et à faire. Elle avait de grands projets. Je savais qu'elle débordait de vie et d'ambition. Et je savais aussi qu'elle ne pouvait pas choisir de disparaître comme ça et d'abandonner tout ça. Pour nous, les plus proches, elle était incapable de faire une chose pareille. La Sierra que je connaissais n'aurait pas fait ça. Pas sans en parler, au moins à moi. Je sentais qu'elle avait été enlevée ou qu'il lui a été arrivé malheur. Pour une maman, ce n'est pas concevable de ne pas savoir où est son enfant. On n'est pas fabriqué comme ça. La disparition de Sierra commence à intéresser les médias locaux et nationaux. On ne peut confirmer ni la fugue volontaire, ni le crime. Elle ne laisserait jamais ses amis sans nouvelles. Elle ne ferait jamais ça.
Elle ne voudrait pas qu'on souffre autant. Le soutien des médias est très important dans une enquête. Ils divulguent des informations qui peuvent permettre d'en recueillir d'autres. Il fallait tout tenter pour résoudre l'affaire et retrouver Sierra. Les médias diffusent l'information, tandis que la police entame une fouille à grande échelle dont l'épicentre est le foyer de Sierra. On sait par les statistiques que les premières heures sont cruciales dans une disparition. Dès le samedi, on avait 300 représentants des forces conjointes pour fouiller la zone. Policiers et civils participent à la battue. De leur côté, les inspecteurs suivent des pistes potentielles. En l'occurrence, on avait quelques 250 délinquants sexuels répertoriés dans un rayon de 8 km autour du domicile de Sierra. Il faut les retrouver et tous les interroger. On avait, je crois, une vingtaine d'équipes de 2 agents. On a commencé par un premier cercle d'1 kilomètre qu'on a élargi d'1 kilomètre au fur et à mesure. On a contacté tous les délinquants qu'on a pu retrouver. C'est une impasse. On les a tous écartés. Leur défait ne cadrait pas. Ils avaient tous un alibi solide. Quinonez reçoit alors un appel qui va ébranler l'enquête. J'ai décidé de leur parler de mon inculpation et de ma condamnation. J'ai un casier de délinquants sexuels. Je me suis dit qu'il valait mieux qu'ils l'apprennent de ma bouche, plutôt qu'en faisant une recherche. Je trouvais ça mieux, dans l'intérêt de l'enquête, et pour qu'on reste concentré sur Sierra, et qu'on la retrouve au plus vite. Steve Lamar figure dans le fichier des délinquants sexuels depuis 2009, suite à sa condamnation pour atteinte sexuelle sur mineurs. Il a à l'époque écopé d'1 an de prison. Il cherchait sa fille. Et il a pleinement coopéré à tous les stades de l'enquête. Ça nous a facilité la tâche et on a pu ainsi vérifier son alibi. Il est ainsi confirmé que Steve était à son travail 30 km plus loin le jour où Sierra a disparu. Il est donc éliminé de la liste des suspects. Comme le reste de la famille et les amis de Sierra à Fremont, il fait tout son possible pour la retrouver. Je voulais retrouver des indices, n'importe quoi. Mais je ne voulais pas retrouver Sierra si... J'espérais encore qu'elle soit vivante à ce moment-là. Reviens, s'il te plaît. On n'est pas fâchés. On a tous envie de te voir. À Morgan Hill, tous se mobilisent pour retrouver l'une des leurs. On ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité et de générosité. Mais après tout, on a tous une fille ou une sœur. Les gens avaient besoin d'aider et ça a été un grand secours pour toute notre famille. Malheureusement, on n'arrive pas à savoir ou à se rappeler ce qu'elle aurait pu nous dire dernièrement. Secrètement, on espérait tous la retrouver. Sierra s'est volatilisée. Soudain, à 3h45 ce samedi matin, son téléphone s'anime. Son portable bornait par intermittence à côté d'une antenne relais à environ 1,5 km du domicile de Sierra. Ça durait 1 seconde et il se rééteignait. Qu'est-ce qui nous échappe? Est-ce que c'était Sierra qui essayait de rallumer son téléphone ou son ravisseur qui tentait de le lui arracher? On ne savait pas, mais par contre, on avait un signal. C'est sous notre nez. C'est quoi? L'antenne relais ainsi activée n'est en fait qu'à 800 mètres au nord du domicile de Sierra. Des équipes de fouilles y sont immédiatement dépêchées. Elle était dans un grand champ d'herbe haute. Il avait plu toute la nuit précédente. L'équipe de recherche a retrouvé le portable au beau milieu du champ. Ils m'ont demandé d'identifier le téléphone. Là, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis liquéfiée.
Je savais qu'elle n'aurait jamais laissé son téléphone comme ça. Elle était vissée à son portable. Là, on s'est dit, d'accord, Sierra n'a pas décidé de partir. Elle n'aurait pas abandonné son portable. Après analyse du téléphone, on a déduit que l'eau qui avait dû rentrer par le trou prévu pour le chargeur avait dupé l'appareil qui, croyant à la présence du chargeur, s'était rallumé avant de se rééteindre. La découverte de son téléphone abandonné est la preuve ultime de son enlèvement. Les inspecteurs réexaminent les images du bus scolaire pour trouver de nouveaux éléments. Vous avez une jeune fille de 15 ans qui effectue toujours cette distance à pied du lundi au vendredi. Ça se remarque, et pour un prédateur, une information précieuse. Si Sierra est suivie, son ravisseur apparaîtra-t-il à l'écran? Sierra Lamar, 15 ans, a disparu depuis plus de 30 heures. La police épluche les images de son bus scolaire pour prouver qu'il y a eu enlèvement. Elle commence par la veille de sa disparition. Le bus arrive à 7h25. Sierra est là avec ses tennis rouges. Les portes s'ouvrent et Sierra monte. Elle dit bonjour, discute un peu avec le chauffeur. Elle s'assoit et le bus redémarre. Une ado normale qui prend son bus, comme tout le monde. Elle dit bonjour et elle est très avenante. Vraiment rien de particulier ne m'a choqué. Les inspecteurs font alors avance rapide jusqu'à 15h15, quand Sierra rentre du lycée. Quand elle descend, tous les passagers du bus lui adressent un petit mot. Au revoir, Sierra! Au revoir, Sierra. Fais attention à toi! Ils se disent au revoir, une journée tout ce qu'il y a de plus banal. Ils visionnent les images des autres jours de la semaine pour voir si elle a été suivie. Rien qui fasse dire, cette petite a des soucis. Personne ne semble la suivre. La police n'a pas de piste. Sierra a disparu depuis 2 jours. Les policiers quadrillent toujours le secteur. Et les citoyens se joignent à eux pour les recherches. On a interrogé beaucoup de monde, mené des recherches scientifiques, des traçages de téléphones portables. Autant de recoupements qui nous ont permis d'éliminer un certain nombre de suspects. Soudain, une équipe de fouilles fait une découverte. Elle ratissait une zone située à 3 km du domicile de Sierra. Elle est tombée sur une route de campagne qui bordait 3 hangars qui servaient d'entrepôt. C'est là qu'on a retrouvé le sac de Sierra. À l'intérieur, on a retrouvé ses chaussures et ses vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons et toutes ses affaires de cour. Il y avait le fameux sweat qu'elle portait sur le selfie pris le jour de sa disparition. Ça a été un élément clé pour nous. Des prélèvements ADN sont effectués sur les vêtements de Sierra et envoyés au laboratoire. Il y avait divers fragments et de la terre. Il y avait notamment une sorte de lichen. On a fait venir un botaniste qui nous a expliqué que ce type de lichen poussait dans certaines zones, proches de points d'eau. Il y avait aussi des petites billes réfléchissantes en verre, utilisées sur la chaussée. Ça voulait dire que Sierra avait été traînée sur la route, puis sur une zone couverte de ce lichen particulier. On a sondé tous les étangs du secteur. On a envoyé notre hélicoptère à détection infrarouge, utilisé pour retrouver les corps, parce qu'un corps en décomposition dégage de la chaleur. On a fait ça sur un rayon de 500 km, soit la moitié de l'État de Californie. On ne l'a jamais retrouvé.
La famille de Sierra organise régulièrement des veillées. Je gardais espoir. Je refusais de croire que ma fille était morte. Je me disais que je ne croirais à sa mort que quand je verrais son corps. Il fallait qu'on tienne bon et qu'on continue à se battre. Moi, j'avais toujours espoir qu'elle débarque, comme ça, avec une explication. On se sent impuissant et incrédule aussi. Est-ce bien vrai? Pour moi, Sierra était toujours là, quelque part, détenue par quelqu'un. Les résultats d'analyse des échantillons prélevés sur les vêtements de Sierra tombent. Les prélèvements effectués sur le pantalon de Sierra ont révélé la présence de sécrétions corporelles étrangères. Ils ont été enregistrés dans le CODIS. Le laboratoire a identifié un habitant de Morgan Hill de 21 ans. L'ADN retrouvé sur le jean abandonné de Sierra a été reconnu. On a trouvé une correspondance ADN avec un arboriculteur de 21 ans, ancien employé d'une chaîne de supermarchés. Le suspect s'appelle Antolín García Torres. C'était un jeune homme qui, a priori, n'avait eu aucun contact antérieur avec Sierra. Son ADN n'avait rien à faire là. Ce n'était pas un camarade de classe, ni un ami. Les sécrétions ont été identifiées comme étant du liquide séminal et du sperme, ce qui prouvait qu'il y avait eu un contact étroit avec ce pantalon. La police tient un suspect. Il nous restait à établir si Sierra le connaissait et si elle avait eu l'occasion de le rencontrer. Ce n'est pas parce qu'on trouve de l'ADN quelque part qu'on peut arrêter l'individu pour homicide. Il nous fallait de plus amples éléments pour prouver qu'il était bien l'auteur de l'enlèvement. Peut-être Torres retient-il encore Sierra. Les inspecteurs le placent alors sous surveillance constante, sur écoute, et posent un mouchard sur sa voiture. On espérait retrouver Sierra en vie. La retenait-il encore? Que faisait-il au quotidien? Nous avons entamé divers types de surveillance sur Antolín García Torres, dans l'espoir qu'il nous mène à elle. Torres vit avec femme et enfants sur une aire de camping-car à 10 km du domicile de Sierra. Deux agents se font passer pour un couple et s'installent dans une caravane voisine. Ils ne l'ont pas quitté d'une semelle. Ils espéraient que Sierra soit toujours en vie et qu'il les mène à elle. L'aire de camping-car où réside Torres leur fournit une information supplémentaire. Il se trouve que le fameux camping avait une caméra qui filmait les entrées et sorties des véhicules. Cette seule caméra couvre l'entrée du parc. Les inspecteurs remontent au matin du 16 mars. Le jour de la disparition de Sierra. À l'aube, la Jetta de Torres, très reconnaissable, quitte le parking. Le jour de la disparition de Sierra, Antolín García Torres quitte l'aire de camping-car à 8 h du matin. Sierra a été enlevée entre 7h11 et 7h25 du matin. Les images du camping semblent donc à première vue l'innocenter. Il était encore chez lui à cette heure-là. Seulement, les inspecteurs font une découverte fondamentale. On s'est rendu compte que les timecodes de la vidéo avançaient d'1 heure. Il arrive souvent que les gens ne les règlent pas à l'heure d'été. Donc, la véritable heure à laquelle on voit Antolín García Torres partir de chez lui est 7 h du matin, et non 8 h. Nous savions que la dernière communication de Sierra avait été passée à 7 h 10,
et que le trajet entre les domiciles d'Antolín García Torres et de Sierra ne faisait que 10 à 15 minutes. Il était donc pile dans le secteur de l'enlèvement de Sierra au moment où celle-ci sortait de chez elle pour aller prendre son bus. Il avait un travail, mais grâce à sa carte de pointage, on a su qu'il n'avait pas travaillé ce vendredi-là. Il est quand même parti à 7 heures comme s'il allait travailler. Avance rapide jusqu'au retour de la voiture de Torres. Malgré le décalage d'1 heure du timecode, elle réapparaît à 12h57, ce qui laisse un battement de 6 heures. Le timing correspond parfaitement. En voyant ces images, je me suis dit, ce jeune homme me semble de plus en plus impliqué dans cette affaire. La police a débuté la surveillance d'Antolín García Torres il y a 6 jours. Quand un individu en kidnappe un autre et qu'il ne le tue pas immédiatement, il le séquestre généralement dans un lieu où il retourne perpétrer ses méfaits. Nos agents en faction n'ont rien trouvé qui indique cela. À mon avis, à ce moment-là, elle était déjà morte. On a alors décidé de s'entretenir avec lui et de lui faire savoir qu'on l'avait à l'œil. Quinones et son collègue se rendent donc à son camping-car. On voulait un entretien en douceur dont il se croirait aux commandes. Ouais, bonjour. Vous avez une minute à nous accorder? Il était très sûr de lui, prétentieux. Il nous regardait droit dans les yeux avec cet air de supériorité, un vrai sociopathe. On mène une enquête. D'accord. C'est pour ça qu'on est là, pour vous parler. D'accord. On n'est pas venu pour vous arrêter, vous n'êtes même pas obligé de nous répondre. Vous pouvez en venir au fait? J'y viens. Vous avez entendu parler de l'enquête sur la jeune adolescente? Ouais. Donc, vous voyez de qui on parle? La fille sur les photos? Sur les photos et les affichettes. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que vous entreteniez une sorte de relation avec elle? Je crois pas. Pourquoi? Je crois pas pourquoi. Voilà la tête qu'il a faite. C'est là que Torres a commencé à se distancier de Sierra. Je ne la connais pas, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. La première fois que je l'ai vue, c'était aux infos. C'est tout ce qu'il nous fallait, qu'il se distancie totalement de Sierra. Les inspecteurs décident de ne pas l'arrêter tout de suite, au cas où il les mènerait à la jeune fille. On avait peut-être une chance maintenant qu'il se savait surveiller, qu'il se trahisse et nous révèle où elle était. 3 jours plus tard, on l'a convoqué pour l'interroger. On avait une commission rogatoire pour fouiller son camping-car et saisir sa voiture. C'était une autre chanson maintenant. Il n'avait plus le droit de partir. Je lui ai lu ses droits, il les a bien compris et il a accepté de nous parler. Il décide dans un premier temps de le mettre à l'aise pour en tirer un maximum d'informations. Qu'avez-vous comme véhicule? J'en ai qu'un. Un? Ouais. La Jetta? Ouais, c'est ça. Alors, parlez-moi de l'affaire. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous avez vu? Pas grand-chose. Ce qu'ils ont dit aux infos, qu'elle a disparu et qu'on a retrouvé son téléphone et son sac. On a continué à lui poser certaines questions pour voir comment il allait répondre. Au final, je l'ai trouvé très arrogant. C'est quelqu'un de très arrogant. Les inspecteurs lui demandent alors son emploi du temps détaillé le jour de la disparition de Sierra. Je vais vous demander ce que vous avez fait ce vendredi 16 mars. Le 16 mars? Oui. Je suis allé à la pêche. Je suis parti de chez moi sur les coups de 7h10, 7h20 et je suis arrivé là-bas vers 8h. Ensuite, je suis allé encaisser un chèque et je suis passé à la station essence. Le jour de la disparition de Sierra, vous avez dit avoir quitté votre domicile à 7h01. Ouais, il était 7h, 7h10. Vous avez déclaré avoir pris la route tout de suite à allure modérée.
Vous avez passé Live Oak Avenue et vous vous êtes dit « Zut, c'est là que je dois tourner ». Vous avez tourné sur Palm Avenue, c'est logique somme toute. Les déclarations d'Antolín García Torres le plaçaient au beau milieu de la scène de crime, à l'endroit même de l'enlèvement de Sierra Lamar, au moment exact des faits. Comme on le pensait, il l'a reconnu. Quinones maintient la pression sur Torres. Je lui ai demandé, on aurait une raison de trouver votre ADN quelque part? Ah, c'est assez gênant. Et il nous a sorti qu'il était un peu gêné. Soyez pas gêné, allez! Ah, il m'arrive de me masturber dans ma voiture. Il aimait bien se masturber dans sa voiture. J'ai des mouchoirs dans la voiture au cas où. D'accord? Comme ça, j'en mets pas partout et je peux les jeter. Je vois que ça comme explication à la présence de mon ADN. Et c'est comme ça que son ADN s'est retrouvé là. Quinones revient sur certains détails de la journée de Torres. Où avez-vous encaissé votre chèque? À la Bank of America. Les inspecteurs se rendent immédiatement à l'agence bancaire où Torres dit être allé ce jour-là. Qui dit banque, dit caméra. Ça nous a bien avancé. La police retrace les agissements d'Antolín García Torres, suspect dans l'enlèvement de Sierra Lamar. Nous avons retrouvé les images de vidéosurveillance de l'agence bancaire du quartier d'Antolín García Torres. Les images sont calées sur l'heure à laquelle Torres dit avoir effectué son dépôt. Banco. Il arrive bien à 12h53, soit près de 6 heures après avoir quitté son domicile. Il scrute son entrée sous différents angles. Il est arrivé vêtu d'un t-shirt sombre, d'un pantalon cargo et de chaussures de sécurité. Il passe à un plan plus large et remarque quelque chose. On y voit que le bas de son pantalon est plus foncé que le haut. On ne savait pas par contre si c'était de l'eau, de la boue ou simplement des ombres. Torres semble s'être approché d'un point d'eau dans les 5 heures qui ont suivi la disparition de Sierra. C'était un élément tout à fait crucial qui confirmait ce qu'on pensait depuis un moment, à savoir que Sierra se trouvait près d'un point d'eau. Les inspecteurs en apprennent davantage sur le passé de Torres. Avec cette correspondance ADN, forcément, on a fait une recherche sur l'individu. On a notamment découvert qu'il avait travaillé au supermarché Safeway de Morgan Hill. Quelques années avant l'enlèvement de Sierra, 2 femmes ont échappé de justesse à des tentatives d'enlèvement dans un centre commercial de Morgan Hill. 2 affaires jamais résolues. Le suspect n'a jamais été identifié. Torres y travaillait justement à l'époque. Ça a fait tilt dans nos esprits. J'ai alors retrouvé un portrait robot publié sur le site internet du journal local. Et là, je me suis dit, mais c'est lui. Le portrait robot était tellement ressemblant. On a donc rouvert ces enquêtes. On est allé voir les victimes. On avait aussi une preuve. Dans une des affaires, il avait fait tomber son pistolet électrique. Il avait tenté d'utiliser son pistolet à impulsion électrique pour immobiliser sa victime et il l'avait laissé tomber sur place. On a ouvert le boîtier de la pile et on a trouvé une empreinte digitale sur la pile. Sauf que c'était une empreinte partielle, ou en tout cas, pas de qualité suffisante pour être enregistrée dans notre fichier. Torres, clairement identifié comme suspect, les experts comparent à nouveau l'empreinte digitale.
C'est comme ça qu'ils ont trouvé une correspondance entre l'empreinte partielle et celle d'Antolín García Torres. Torres serait donc un prédateur en série. En rapprochant les affaires du supermarché et celle de Sierra Lamar quelques années plus tard, j'ai noté une certaine progression de sa part. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas le laisser recommencer. Les preuves s'accumulent et le résultat de l'expertise de sa voiture tombe. On a retrouvé une grosse trace ADN au niveau de la portière arrière sur la poignée. C'était celui de Sierra. Dans le coffre, on a retrouvé une corde et dessus un seul cheveu. Encore une correspondance avec Sierra. On a également retrouvé une paire de gants qui portait aussi l'ADN de Sierra. Sierra a donc séjourné dans la voiture de Torres. Il était coincé puisque depuis le début, il cherchait à nier le moindre rapport avec Sierra. Et pourtant, on avait la preuve de la présence de la jeune fille dans son véhicule. On a donc arrêté Antolín pour le faire parler. Confondu par l'ADN. Torres, 21 ans. 66 jours après la disparition de Sierra, Torres est arrêté. Il est inculpé d'enlèvement et meurtre avec préméditation. Surveillé 24 heures sur 24. Il a dit « Sérieux ?» Voilà comment il a réagi. Quand je l'ai vu aux infos, je me suis dit « Mais c'est qui lui ?» Je ne le connaissais pas du tout et je ne savais pas comment leur chemin avait pu se croiser. J'en appelle à l'agresseur présumé. S'il vous plaît, dites-nous où est Sierra pour mettre fin à notre calvaire. Ça ne m'a pas franchement soulagée. La seule chose, c'est qu'au moins, il n'était plus dans la nature et il ne risquait plus de recommencer. On voudrait que Sierra retrouve les siens. On croyait qu'on allait enfin savoir où était Sierra et avoir les réponses à nos questions. Seulement Torres ne dit rien. Alors les policiers ne peuvent que supputer sur le sort de Sierra. Il a très certainement observé ses mouvements quotidiens avant de l'intercepter avec sa voiture sur le chemin du bus. L'affaire a été portée devant les tribunaux et un jury. Il a été condamné pour meurtre, malgré l'absence de corps. Torres est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, ainsi que de 3 autres tentatives d'enlèvement. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Je n'ai pas le moindre doute quant à la culpabilité de cet homme. Pas le moindre. Les caméras de surveillance nous ont grandement aidés à résoudre cette enquête. Elles nous ont permis d'affirmer que Sierra Lamar n'avait pas pris son bus et qu'Antolín García Torres avait quitté son domicile à 7 heures ce matin-là. Il avait donc largement le temps de commettre son crime. Les images d'Antolín quittant son aire de camping-car à 7 heures nous ont permis d'aboutir à son arrestation. Mais aussi le fait qu'il se situe lui-même dans le voisinage de Sierra au moment fatidique. Ou encore, ses déclarations couplées à la saisie de son véhicule, à l'intérieur duquel on a retrouvé l'ADN de Sierra. On avait donc la scène de crime, un suspect et une victime. Et on a réussi à faire le lien entre les 3. C'est un faisceau concordant. Torres n'a jamais révélé l'emplacement du corps de Sierra. C'est une victoire d'avoir pu neutraliser ce prédateur. Mais elle est amère car on n'a pas retrouvé Sierra. On ne sait pas ce qu'il a fait d'elle, il ne veut pas nous le dire. Il n'y a que lui qui sait. Je pense qu'il ne dira jamais rien. Pour moi, il n'a pas de conscience. Pourquoi nous ferait-il cette faveur? Il n'a aucun bénéfice à en tirer. Civils comme policiers continuent à chercher le corps de l'adolescente. En vain pour le moment. On aura toujours ce vide en nous, parce que Sierra nous manque. C'est une douleur qu'on emportera avec nous.
Même si on continue à voir ses amis, parce qu'on en a besoin, et eux aussi, c'est dur, parce qu'on voit que leurs vies sont... On se demande toujours ce qu'elle serait devenue et ce qu'elle aurait accompli dans sa vie. Un jour, j'ai regardé sa photo, j'ai vu son sourire apaisé et j'ai eu la réponse que je cherchais. J'ai su qu'elle ne souffrait plus, qu'elle était passée à autre chose et qu'elle n'était plus de ce monde. Sierra aurait eu 24 ans cette année. Je suis sûre qu'elle aurait été la super nana qu'elle a toujours été. Personne n'arrive à me faire rire comme elle.